Bienvenue dans ce webinaire de Cap Métiers. Webinaire focus sur les pratiques de VAE du secteur sanitaire et social. Excusez-nous pour le retard, il y a eu quelques minutes soucis techniques, mais tout va bien. Donc nous allons démarrer ce webinaire en présence donc des intervenants. Élodie Rouget, qui est chargée d'études à Cap Métiers à l'Observatoire donc du sanitaire et social à Cap Métiers, de Guillaume Sarlandi, adjoint à la chef de service régional formation de la DRETS sur le pôle Solidarité, de Claire Lajarige du DAVA, du dispositif académique de validation des acquis de l'Académie de Limoges. Merci en tout cas à tous ces intervenants. Nous sommes sur un webinaire donc d'1 heure qui va permettre d'actualiser les connaissances concernant les certifications VE du secteur sanitaire et social, donc avec l'intervention bien sûr donc de la DRETS et du DAVA. Vous pouvez intervenir dans le chat. Le chat, c'est le bouton en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à poser des questions, des remarques. Nous essaierons en tout cas de pouvoir y répondre. Ce webinaire-là est enregistré et le replay et les supports seront également mis à disposition. Nous commençons ce webinaire par l'intervention d'Élodie Rouget, et ensuite après avec les deux interventions, Guillaume Sarlandi et Claire Lajarige. Élodie, c'est à toi. Alors je vais partager le support. Voilà. Bien. Élodie, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc, pour ma part, je vais vous présenter des éléments qui sont issus de 2 observatoires. Donc, des observatoires qui sont portés et développés par Cap Métiers, donc l'Observatoire du sanitaire et social et l'Observatoire de la VAE. Donc, dans un premier temps, vous présenter déjà rapidement les missions de l'Observatoire du sanitaire et social qui, en fait, a pour mission de rassembler toutes les données statistiques qui sont à notre disposition pour en constituer un système d'information statistique donc dédié au sanitaire et social. L'observatoire, en fait, il est aussi alimenté avec de la veille informationnelle et des éléments qui nous sont remontés par les partenaires, ce qui nous permet, en fait, de compiler des données quantitatives et qualitatives. Nous avons également une démarche prospective et, en fait, tous ces éléments nous permettent d'animer un réseau régional d'acteurs et d'informer sur les métiers, les formations disponibles et les modes d'accès. Alors, en termes de chiffres clés sur les métiers du sanitaire et social, qu'est-ce qu'il faut retenir? Les métiers du sanitaire et social, ce sont près de 260 000 professionnels qui exercent un métier du sanitaire et social. Ça représente un peu plus d'un actif sur 10 sur le territoire. C'est l'évolution du nombre de professionnels où on est sur une bonne dynamique puisqu'on est à plus 1,3% d'augmentation chaque année du nombre de professionnels quand on est sur une relative stabilité sur l'ensemble des métiers tout confondus. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les aides à domicile, en fait, vont constituer la moitié des professionnels qui exercent un métier du social. Et concernant la santé, on retrouvera autant d'infirmiers que d'aides-soignants. Vous avez ici des informations sur la part des femmes dans les métiers du sanitaire et social. Donc, sans surprise, 85% des professionnels qui exercent ce métier-là sont des femmes. Si on le compare à la moyenne, tout métier confondu, ça s'élève à 49%. Donc, on est vraiment à une part plus importante de femmes sur ces métiers-là. Et cette part, en fait, elle est encore plus importante sur les métiers du social puisqu'elle s'élève à 88%. Au niveau de la moyenne d'âge, ce qu'il faut retenir, c'est que les professionnels qui exercent un métier du sanitaire et social, en fait, ils se situent dans la même moyenne que l'ensemble des métiers puisqu'ils sont âgés de 43 ans en moyenne. Quand tout métier est confondu, on est à 42 ans. En revanche, sur les métiers du social, on constate qu'il y a les professionnels sont plus vieillissants puisque la moyenne d'âge, elle s'élève à 45%. Et à l'intérieur même de ces métiers du social, on constate qu'il y a des métiers qui sont encore plus vieillissants
Ça va être le cas des aides à domicile et des éducateurs techniques spécialisés. Concernant les contrats de travail, là aussi, 85% des professionnels qui exercent un métier du sanitaire et social, en fait, sont en CDI. Donc, c'est ce qui est proche de la moyenne de tous métiers confondus, puisqu'on est à 86% d'emplois stables. Ce taux, en fait, il est un peu plus élevé dans le domaine de la santé, 89%, et à l'inverse, dans le social, on est sur un taux un peu plus bas, puisqu'on est à 78% de CDI. Toujours pareil, donc sur les conditions de travail, là, vous avez des éléments sur le temps partiel. Ce qu'il faut retenir, c'est que la part du temps partiel, en fait, elle est plus importante sur les métiers du sanitaire et social que la moyenne régionale, tout métier confondu. On a 28% de temps partiel sur ces métiers-là, quand la moyenne régionale est 19%. Les métiers du social, on observe une caractéristique quand même assez qui leur est propre, puisqu'on est à 45% de temps partiel sur ces métiers, et une part qui est encore plus importante pour le métier d'aide à domicile, puisqu'on est à 59%. Vous avez ici des éléments pour savoir dans quel secteur travaillent les professionnels qui exercent un métier du sanitaire et social. On en a près des 2/3 qui exercent le métier dans 3 secteurs d'activité. Le premier qui va être les activités hospitalières. En second, on va retrouver l'aide à domicile. Et en troisième, l'hébergement médicalisé pour personnes âgées. Au niveau des embauches, ce qu'il faut retenir, c'est que le secteur du sanitaire et social a enregistré en 2022 plus de 500 000 embauches, notamment en fait à une grande partie, puisqu'on est à 84% sur des CDD de moins d'un mois, donc des CDD courts. On peut supposer que ce sont des CDD de remplacement. En termes de prévision, de perspective de recrutement, alors à court terme, là, on est à plus de 37 000 projets de recrutement sur les métiers du sanitaire et social, avec une part de ces recrutements qui est jugée difficile par les employeurs, puisque c'est 82% des projets de recrutement qui sont jugés difficiles. Parmi ces 37 000 projets de recrutement, la majorité porterait sur les aides à domicile, les aides-soignants et les infirmiers. Sur les recrutements à moyen et long terme, donc là, on est à horizon 2027. Ce qu'il faut retenir, c'est il y aurait chaque année 2370 créations de postes. Alors, il ne faut pas prendre le chiffre tel qu'il est, vraiment 2370, mais vraiment plus le voir comme des tendances, en fait. Ces métiers-là vont recruter, et notamment les recrutements vont être liés au départ à la retraite, puisque autant on a dans les prévisions 2370 créations, mais 12 740 départs annuels qui sont estimés. Donc on est vraiment sur des perspectives de recrutement qui sont surtout liées au départ à la retraite, et qui du coup aussi font le lien avec la moyenne d'âge qu'on évoquait tout à l'heure sur des professionnels qui sont vieillissants. Par rapport à la formation qui mène aux formations qui mènent au métier du sanitaire et social, donc pour commencer déjà sur les diplômes d'État, donc on recense plus de 20 000 inscrits sur un diplôme d'État. Ces effectifs, en fait, ils sont en augmentation de près de 4% par rapport à l'année précédente. En revanche, on constate que les taux d'interruption de scolarité sont, elles, un peu en augmentation. En 2020, donc, il y avait plus de 800 interruptions de scolarité. Le taux moyen d'interruption de scolarité, il est de 4%. Et ce taux, en fait, il est même plus fort pour certaines formations, notamment le technicien de l'intervention sociale et familiale, l'aide-soignant, le conseiller en économie sociale et familiale ou l'infirmier. Pour ces quatre formations, en fait, on constate un taux d'interruption qui est supérieur au taux moyen constaté sur l'ensemble des diplômes d'État.
Pour les diplômés, sur les diplômes d'État, on va avoir près de 7500 diplômés sur les diplômes d'État, avec un taux de réussite qui est très élevé, puisqu'on est à 93%. En revanche, sur l'évolution du nombre de diplômés, autant les inscrits ils étaient en augmentation, autant les diplômés, là, pour le coup, ils ont diminué de presque 3% par rapport à l'année précédente. Sur les taux d'emploi, en fait, donc il y a une enquête qui est réalisée 7 mois après la sortie de formation, donc des personnes qui ont passé un diplôme d'État, des taux d'emploi qui sont très élevés, puisqu'en moyenne, 93% des répondants sont en emploi 7 mois après la sortie de la formation. Alors les taux, ils varient d'une formation à une autre, mais c'est vrai qu'on est quand même sur des taux d'emploi qui sont très élevés pour 7 mois après la sortie de formation. Sur les formations complémentaires, en nombre d'inscrits. Alors, ce qu'on appelle formation complémentaire, c'est les formations qui vont relever de l'éducation nationale et du ministère de l'Agriculture. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a plus de 15 000 inscrits sur une formation complémentaire, dont plus de 3 000 en dernière année de formation. Parmi ces 6 000 inscrits en dernière année de formation, on en a près de 10% qui le sont par la voie de l'apprentissage. Et concernant l'insertion en fait de ces personnes-là, 31% des lycéens néo-aquitains du sanitaire et social sont en emploi salarié 6 mois après leur sortie de formation. En ce qui concerne les apprentis, ce même taux, il est de 67%. Donc, on voit vraiment le rôle que peut jouer l'apprentissage en fait dans l'insertion des sortants. Donc là, c'est tout ce qui concernait des données de l'Observatoire du sanitaire et social. Là, les données que je vais vous présenter maintenant relèvent de l'Observatoire de la VAE en Nouvelle-Aquitaine. Alors déjà, pour commencer, Cap Métier donc, a en charge l'Observatoire régional des parcours VAE en Nouvelle-Aquitaine, avec pour objectif de dynamiser la VAE en Nouvelle-Aquitaine et mieux cibler les actions. Pour cela, on dispose depuis 2012 d'un système d'information statistique qui est dédié à la VAE. Et depuis 2021, nous travaillons uniquement à partir des données des points régionaux conseils. Alors, avant de présenter les données sur les bénéficiaires de la VAE et pour recontextualiser, le réseau des PRC néo-aquitains, c'est 12 PRC en région avec des antennes qui couvrent tout le territoire et près de 120 conseillers. Les données là que je vais vous présenter en fait concernent des informations sur les personnes qui ont été conseillées sur la VAE par les PRC. Alors, parmi les 4100 personnes qui ont été reçues en PRC, il faut noter que 1150 personnes exercent ou exerçaient dans un secteur, dans les secteurs de la santé humaine ou de l'action sociale, donc dans le secteur du sanitaire et social. Ce qui veut dire que les personnes qui sont issues du sanitaire et social représentent 28% du public reçu en PRC. Concernant les profils, on va retrouver un profil assez semblable au profil des actifs qui exercent ce métier-là, puisqu'on a 89% de femmes, donc c'est encore au-dessus de la moyenne des personnes qui ont été reçues en PRC. Presque une moitié qui est âgée de 45 ans et plus, 31% qui détiennent un niveau 3 de formation et 40% qui sont demandeurs d'emploi ou 37% en CDI ou agents de la fonction publique. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, sur le public, c'est que c'est plus souvent des femmes, plus souvent plus âgées et moins souvent demandeurs d'emploi que l'ensemble des métiers. Au niveau des objectifs et certifications visées, ce qu'on peut retenir, c'est que plus d'un tiers des bénéficiaires visent une formation de niveau 4. Le niveau visé, il a augmenté par rapport à 2021, mais on peut l'expliquer aussi probablement avec le changement de niveau du diplôme d'État d'aide-soignant. Et sur les objectifs visés, ça va être de la recherche d'emploi, donc pour 25%, de la promotion professionnelle pour 25% aussi essentiellement.
Ce qu'il faut noter, c'est que parmi les 10 certifications les plus visées lors d'un entretien conseil PRC, il y en a 9 qui concernent le domaine du sanitaire et social. Au niveau de l'origine de la demande, il n'y a pas de différence avec les publics reçus en PRC issus d'autres secteurs d'activité. Donc, ils s'informent majoritairement seuls. Donc, c'est 34% pour ceux qui sont issus du sanitaire et social et contre 32% tout secteur. Donc, il n'y a vraiment pas de différence entre sanitaire et social et tout secteur. Au niveau de la durée de l'expérience, 28% des personnes issues du secteur du sanitaire et social ont moins de 3 ans d'expérience professionnelle en lien avec la certification visée, ce qui a un écart, puisque c'est 19% pour les autres secteurs si on exclut le sanitaire et social ou 21% pour l'ensemble des secteurs. Près des 2 tiers des bénéficiaires issus du secteur sanitaire et social confirment leur démarche VAE à l'issue de leur entretien. Et 3 mois après l'entretien conseil, il y en a 70% qui ont poursuivi leur démarche. Et 12 mois après, et c'est toujours 71% qui ont poursuivi la démarche. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'ils confirment plus souvent et ils poursuivent plus souvent la démarche que la moyenne des personnes pour l'ensemble des secteurs. Et enfin, donc là, je vous l'évoquais tout à l'heure sur les 10 certifications les plus visées lors d'un entretien conseil. Donc, les 9 concernent le domaine du sanitaire et social. Donc, ça va être l'aide-soignant, l'accompagnant éducatif et social, le CAP accompagnant éducatif petite enfance, le DE moniteur éducateur, le DE auxiliaire puériculture, le DE éducateur spécialisé, DE éducateur jeunes enfants et le DE accompagnant éducatif et social. Et enfin, donc, par rapport au passage en jury, les certifications du champ de la santé ont un taux de validation partielle qui est très élevé, puisqu'on est à 47% de validation partielle dans la santé, lorsque c'est en moyenne dans le sanitaire et social de 31%. Et à l'inverse, le taux de validation totale dans le social, en fait, va être plus élevé, puisqu'on c'est 66% de validation totale sur une certification du social, quand c'est 54% pour l'ensemble des certifications du sanitaire et social. Alors, vous aurez dans le PowerPoint qui vous sera transmis des liens vers l'ensemble de nos travaux, que ça soit sur le sanitaire et social ou bien encore sur la VAE. Je pense qu'il y a des questions, je vois dans le chat. Alors. Oui, donc excusez-nous, je ne sais pas s'il y a eu quelques coupures, hein, mais il y a quelques problèmes techniques. Donc, des questions. Est-ce que je ne sais pas si tu as répondu, Élodie, parce que il y a une coupure. Est-ce que les PRC sont-ils architectes accompagnateurs de compétences inscrits? Alors, je vais essayer de répondre. Tout va dépendre des organismes. Donc normalement, voilà, les PRC ne sont pas, en tout cas sont en PRC, ne sont pas forcément architectes accompagnateurs de parcours. Les PRC interviennent en amont de l'accompagnement réalisé. Ah bien voilà, Claire a répondu, hein, très bien. Les PRC interviennent en amont de l'accompagnement réalisé par les architectes accompagnateurs de parcours. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. Peut-être ce que je peux rajouter, c'est que les éléments sur le sanitaire et social qui vous ont été présentés, alors j'ai vu que c'était pas lisible, mais je suis désolée sur la présentation. Alors le diaporama vous sera envoyé et c'est des éléments en fait que vous pouvez retrouver plus en détail. Il y a le lien sur le PowerPoint où en fait c'est des éléments qui sont issus du tableau de bord qui est réalisé sur le sanitaire et social. Et si vous cliquez en fait sur le lien, vous pourrez retrouver toutes les infos qui vous ont été présentées. Je suis désolée pour la qualité du PowerPoint, je croyais que ça s'afficherait mieux. Alors, en tout cas, pour tous les participants, nous transmettrons les supports et comme ça, vous pourrez bien sûr regarder de façon plus détaillée, en tout cas, les supports qui ont été présentés. S'il n'y a pas d'autres questions, sachant que vous pourrez bien sûr poser des questions après, en tout cas après les interventions, je vais partager le support de Monsieur Sarlandi et voilà. Voilà, je partage et je vous laisse la parole donc pour l'intervention de la DRETS sur le pôle solidarité. Allez-y, Monsieur Sarlandi.
Très bien. Donc bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc je suis Guillaume Sarlandi, inspecteur de l'action sanitaire et sociale au service formation certification du pôle solidarité de la DRETS. Donc la DRETS, Direction régionale emploi, économie, travail et solidarité, qui a pris la suite de la DRJSCS sur ce champ de métier et qui avait pris elle-même la suite de la DRAS. On est le service déconcentré des ministères des Affaires sociales et de la Santé en charge donc de la certification sur les diplômes sanitaires et sociaux dont je vais vous parler. Donc si on prend effectivement le pourquoi on est présent sur ce champ-là, donc on nous demande de répondre à deux objectifs politiques importants, hein. Donc un, c'est effectivement de répondre aux besoins de la population en termes d'accompagnement. Il faut qu'il y ait suffisamment de travailleurs sociaux et de travailleurs paramédicaux diplômés pour pouvoir prendre en charge, prendre en soin, accompagner les personnes vulnérables, en sachant que ce sont des besoins qui augmentent et que on a eu un renouvellement générationnel qui fait qu'il y a besoin de recruter pas mal de monde dans ce secteur-là. Mais en même temps, on a un objectif qui est de protéger les personnes vulnérables, puisque donc les travailleurs sociaux et paramédicaux vont être amenés à prendre en charge en soins et à accompagner des personnes vulnérables, que ce soit de jeunes enfants, de personnes en situation de handicap, des personnes âgées dépendantes. Dans toutes les situations où on peut se retrouver en situation de vulnérabilité, ce sont ces personnes-là qui seront amenées à nous accompagner. Et donc notre travail, c'est aussi d'assurer que on puisse en diplômer un maximum et tout en garantissant la qualité des soins et de l'accompagnement qu'ils apporteront à tous. Donc la VAE, puisque c'est le sujet qu'on nous demande de traiter aujourd'hui ici, est effectivement une des voies qui permet d'augmenter le recrutement de personnes diplômées comme une voie supplémentaire. Mais néanmoins, comme vous allez le voir dans la suite de ma présentation, sur le champ sanitaire et social, il y a une réelle vérification des compétences qui se fait et qui se traduit par des taux de réussite au jury qui sont pas les mêmes que ce qu'on peut trouver dans d'autres secteurs. Donc si on revient sur le champ, il y a tout d'abord dans les diplômes pour lesquels la DRETS organise la VAE, sur le champ social, donc vous verrez des diplômes de tous les niveaux. On commence du niveau infra-bac à un niveau bac plus 5. Chacun de nos diplômes couvre un champ spécifique, un métier spécifique. Donc en sachant qu'il y a 2 de ces diplômes qui concernent et concentrent la majorité des candidats. Donc ça a été présenté tout à l'heure, effectivement, le diplôme AES, accompagnant éducatif et social. Donc tout à l'heure dans la présentation, on précisait que c'était un diplôme qui avait eu des options. Voilà, hein, il y avait effectivement une option à domicile, une option en établissement. Il faut savoir que maintenant, toutes les options sont regroupées et il n'y a plus qu'une seule voie d'entrée pour le diplôme. Donc c'est ce diplôme d'AES, comme vous le voyez, en Nouvelle-Aquitaine en 2023. C'est le cas pour tous les chiffres que je vais donner. On a eu 224 candidats et candidates, parce que comme ça a été précisé, c'est quand même essentiellement des métiers féminins, pour 151 diplômés. Donc là, un taux de réussite pour ce diplôme-là en Nouvelle-Aquitaine à 67%. Donc là, je parle que des réussites totales sur le nombre de diplômés. En niveau infra-bac, on a aussi le diplôme AF, c'est-à-dire assistant familial. Donc c'est un diplôme qui se passe assez peu par la VAE. Vous voyez, une seule candidate sur toute la région en 2023. Et c'est un diplôme qui est en cours de refonte et qui va être revalorisé au niveau bac. En niveau bac au social, donc on en a parlé tout à l'heure, les techniciennes d'intervention sociale et familiale. Donc sur ce diplôme spécifique là aussi, c'est effectivement, on en a parlé tout à l'heure parce qu'ils sont à 100% d'employabilité, mais on a quand même très peu de candidats et de candidates, mais un très bon par contre résultat pour les personnes qui vont sur cette VAE là. Ensuite, on a beaucoup de diplômes de niveau 6, donc sur des niveaux licence maîtrise, assistante de service social, éducateur de jeunes enfants. Donc là aussi, effectivement, c'est le deuxième diplôme du social qui regroupe le plus de candidats.
RUIS, donc c'est responsable d'unité d'insertion sociale, c'est un diplôme pour faire chef de service. Et MF, c'est médiateur familial. Donc là, un champ très spécifique, effectivement, peu de candidats, mais des candidats très préparés. Voilà, donc vous voyez toujours effectivement des taux de réussite, on le disait, qui donc sur le social sont quand même plus importants en termes de réussite totale, mais qui sont quand même pas une réussite garantie pour tous les candidats qui arrivent. Et finalement, notre diplôme le plus élevé, qui est le diplôme d'ingénierie sociale, diplôme niveau bac plus 5 dans ce qu'on organise, là aussi très peu de candidats vu le niveau du diplôme. Donc ça, c'était le panorama des diplômes que l'on suit nous et pour lesquels on organise la VAE au niveau social en Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, vous avez le même panorama pour le côté paramédical. Donc là aussi, on a des diplômes de niveaux différents avec des spécificités fortes. Donc pourquoi on a finalement moins de diplômes sur le champ paramédical? C'est parce qu'on est sur des professions qui sont en général des professions réglementées. C'est-à-dire que pour pouvoir exercer la profession, il faut déjà avoir le diplôme, et donc c'est difficile d'acquérir de l'expérience sur un champ d'une profession réglementée. Néanmoins, il y a quelques ouvertures avec notamment 2 diplômes très demandés. Donc pour le niveau infrabac, actuellement, il n'y a aucune formation ouverte à la VAE, aucun diplôme ouvert par la voie de la VAE. Donc je vous le signale, il y a une discussion en cours au niveau national sur l'opportunité d'ouvrir le diplôme d'état d'ambulancier à la VAE. Pour le moment, c'est encore au stade de la négociation nationale sur l'opportunité. Donc je peux pas vous dire quand est-ce que ça va s'ouvrir ni dans quelle modalité. Ensuite, au niveau bac, donc là, ce sont des diplômes qui ont été revalorisés récemment au niveau bac. Le diplôme d'aide-soignant et le diplôme d'auxiliaire de puériculture, qui sont 2 diplômes effectivement très demandés. C'est les diplômes pour lesquels on reçoit le plus de candidats et de candidates, mais c'est aussi les diplômes pour lesquels on a des taux de résultats les plus bas, avec des spécificités importantes, c'est-à-dire que effectivement, on va avoir des blocages qui seront toujours présents pour nos membres de jury. Par exemple, sur auxiliaire de puériculture, un candidat qui n'a aucune expérience en milieu hospitalier n'arrivera pas à valider le diplôme. Parce qu'on va avoir des gens qui ont développé des compétences, ont acquis de l'expérience sur l'accompagnement effectivement de l'enfant, donc qui vont pouvoir valider une bonne partie du champ de compétences, mais c'est en général auprès de l'enfant sain. Et pour avoir des compétences spécifiques auprès de l'enfant malade, le fait d'avoir une expérience en milieu hospitalier, c'est quelque chose qu'attendent les membres de jury. Donc ça peut arriver qu'on puisse acquérir ces compétences de manière transversale ailleurs, mais en tout cas, si vous avez orienté des candidats qui ont un profil sans expérience sur le milieu hospitalier, il faudra leur préciser que ça sera difficile d'arriver jusqu'au bout de l'obtention du diplôme. Ensuite, donc on a un diplôme niveau bac plus 2, c'est le diplôme de PPH, préparateur en pharmacie hospitalière. Donc là, effectivement, on a aussi un champ très spécifique sur ça, et une grosse difficulté à valider là aussi l'intégralité du diplôme, puisqu'il y a une partie du diplôme qui repose sur les compétences spécifiques liées notamment à la manipulation des rayons, qui sont des choses pour lesquelles on n'arrive pas à avoir une expérience sans y être autorisé au préalable. Donc on est sur des formes à ce moment-là de parcours passerelle, c'est-à-dire des gens effectivement qui vont passerelle, qui vont commencer par la VAE à obtenir quelques compétences, puis intégrer un institut de formation pour compléter leur parcours. Donc on est sur quelque chose de moins direct, mais qui peut se faire. Après, il n'y a pas beaucoup de candidats quand même. Enfin, on a notre diplôme le plus élevé sur le champ paramédical ouvert à la VAE, qui est le diplôme d'IBOD, infirmier de bloc opératoire. Donc le diplôme d'infirmier tout seul, ce n'est pas accessible par la VAE, forcément on est obligé de passer par la certification initiale. Là on est sur une spécialité qui se fait en plus, donc après avoir obtenu le diplôme et exercé en tant qu'infirmier, et qui
a pendant longtemps effectivement été une spécialisation non obligatoire, c'est-à-dire qu'on pouvait travailler en bloc opératoire, gagner de l'expérience sans avoir le diplôme de spécialité, ce qui faisait effectivement que ce diplôme pouvait être ouvert à la VAE sur ce champ spécifique. À savoir que la certification du diplôme d'IBOD est transférée aux universités. Donc c'est entré en vigueur, ce transfert depuis septembre 2022. Donc là, on est sur une période transitoire où les candidats passent encore, ceux qui ont commencé le parcours passent encore par nos jurys avant que l'université commence à organiser les siens. Donc je le note, on va dire, pour information, mais si c'est pour faire de l'orientation de candidats, effectivement, ce sera plus par la DRETS qu'il faudra passer. Ok, ensuite, donc sur notre champ général d'exercice, je tenais à signaler l'existence d'un prestataire national, l'Agence de services et de paiement, l'ASP, qui a son siège situé à Limoges. Donc notamment sur les questions d'information et d'orientation. C'est un prestataire qui a une mission spécifique qui lui est confiée par le ministère des Affaires sociales et par le ministère de la Santé. Donc une mission spécifique d'information auprès du grand public. Donc ils ont un site internet, vous avez l'adresse ici, un numéro d'appel pour lesquels les candidats peuvent appeler directement pour avoir de l'information sur nos diplômes, sur le chemin de la VAE et comment rentrer dedans. Et ça peut aussi servir effectivement aux personnes qui font de l'orientation d'aller directement dessus. Donc vous trouverez sur leur site notamment tous les textes et les référentiels de chacun des diplômes, ainsi que les formats de livret qui sont attendus. Et c'est un bon guide effectivement pour commencer à prendre contact avec une VAE dans notre champ. En sachant aussi que l'autre mission qui est confiée à l'Agence de services et de paiement, c'est une mission d'interface. C'est-à-dire que pour tous les candidats, alors c'était déjà le cas avant, mais même pour les candidats qui rentrent par France VAE, il y a une interface entre la DRETS et le candidat qui est mise en place par l'Agence de services et de paiement. Donc qui va voir les questions de faisabilité de la VAE, qui va ensuite être directement chargé d'envoyer les convocations donc pour les jurys et de fournir aux membres de jury les livrets qui leur permettront d'étudier les compétences des candidats avant l'entretien. Voilà, et c'est aussi eux pour les membres de jury, parce qu'on cherche toujours des membres de jury là aussi, si vous pouvez le dire autour de vous, c'est donc l'agence de services et de paiement qui est chargée de payer les vacations. Je vous le dis, les vacations pour nos membres de jury ont été revalorisées. C'est-à-dire que ça fait des années effectivement que c'était très peu payé de participer au jury VAE sur nos champs et que cette année, elles ont été multipliées par, selon les niveaux, par 3, 4 ou 5 fois le montant. Donc on est vraiment maintenant sur des conditions, on va dire, attractives. Donc je voulais revenir sur le nouveau cadre donc de déroulement du parcours, parce que donc comme je le précisais, on a ce prestataire qui fait qu'on a une orientation particulière. Donc le candidat peut se connecter par France VAE, on est sur du classique, à condition qu'il ne soit pas inscrit en formation initiale sur le même diplôme. Il peut, ça c'est une nouveauté pour nous, qui se met en place depuis quelques années, mais c'était pas, on va dire, notre pratique habituelle, viser la totalité du diplôme ou uniquement certains blocs. Donc il fait son dossier de faisabilité. Voilà, si il ne fonctionne pas, il peut retenter l'année d'après. Avec l'accompagnement donc qui est possible par l'architecte accompagnateur de parcours. La grosse différence effectivement pour nous, c'est que jusque-là on avait une durée d'expérience requise, donc qui était passée déjà de 3 ans à 1 an, ce qui avait beaucoup inquiété nos membres de jury sur la qualité des candidats qui se présentaient. Et donc maintenant la possibilité pour des candidats de se présenter sans justifier d'une expérience.
ils doivent quand même démontrer voilà, une adéquation avec le référentiel de certification. Donc le dépôt du dossier de faisabilité se fait sur la plateforme VAE et il est transmis à la DRETS sur l'étude de recevabilité par l'agence de services et de paiement. On est toujours dans le même délai qui est le délai réglementaire, où on a 2 mois pour valider la recevabilité, et sinon c'est considéré comme étant acquis. Voilà. Et donc là, on attend effectivement un rôle particulier des AAP sur ensuite la construction, une fois que la recevabilité et la faisabilité est faite, donc du livret du candidat, et sur le fait qu'il puisse mettre en œuvre des actions complémentaires, par exemple ce que je disais tout à l'heure, quelqu'un qui n'a pas d'expérience en milieu hospitalier, que ça puisse être envisagé avant le passage en VAE, ça pourrait être intéressant. Parce qu'une fois que donc, le dossier de validation est déposé sur la plateforme France VAE, et que il faut que le candidat ait été guidé par son AAP sur la connaissance du référentiel et des blocs de compétences. Ça, c'est quelque chose effectivement où on a une forte attente de nos membres de jury que les candidats arrivent en se repérant déjà effectivement sur le référentiel sur lesquels ils vont devoir se prononcer. Et donc, vu qu'il y a ce nouveau rôle qui est désormais obligatoire d'accompagnement, enfin généralisé d'accompagnement, on espère que les architectes accompagnateurs de parcours, sur nos diplômes particulièrement, feront l'effort de lier la connaissance des référentiels et des blocs de compétences qui sont organisés avec la construction du livret. À savoir que il y a, ce qui n'est pas le cas dans toutes les VAE sur tous les champs, hein, un oral obligatoire systématique avec toujours interrogation par nos membres de jury de la connaissance du livret. C'est-à-dire que quand un candidat a un livret qui n'est pas le sien, qu'il ne maîtrise pas, parce qu'on lui a fourni quelque chose de clé en main, ça se repère tout de suite et ça ne passe pas. Donc une fois que ce dossier arrive via l'ASP à la DRETS, on est chargé de l'organisation du jury. Donc la nouvelle règle, c'est qu'on a 3 mois depuis le dépôt du dossier de validation pour organiser le jury. Donc on doit organiser pour nous les questions de logistique, c'est-à-dire qu'effectivement, ça nous demande d'avoir concrètement des salles pour organiser les examens, mais surtout des membres de jury. C'est pour ça que j'insiste depuis tout à l'heure sur le fait qu'on cherche des membres de jury qui pourraient être disponibles sur nos différents diplômes, parce qu'on nous demande d'accélérer l'organisation des différents passages, de recevoir plus de candidats, mais on a des difficultés à trouver des membres de jury. Donc, une fois que on a vu ce qu'on pouvait faire en termes d'organisation, on fixe la date de présentation du candidat. Le candidat va recevoir sa convocation donc via l'ASP, venir donc se présenter devant le jury, à la suite de quoi on organise un jury plénier donc, qui permet d'acter de manière réglementaire les validations totales, les validations partielles, les échecs complets, et ensuite les résultats donc sont envoyés au candidat. Alors on dit dans les 15 jours, mais là pour le coup c'est effectivement quelque chose qui se fait rapidement. Donc je vais maintenant faire un zoom particulier sur les 4 diplômes qui sont les diplômes les plus demandés, comme on a pu le voir dans les statistiques. Donc tout d'abord sur le champ social, le diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social. Donc je vous remets le texte actuellement en cours qui pose les référentiels. Donc sur ce diplôme-là, on vise à accompagner un public qui sont les personnes en manque d'autonomie, qu'elles soient à domicile, en établissement ou en milieu scolaire. Donc c'est un diplôme qui est organisé en 5 blocs de compétences. Comme je le disais tout à l'heure, on peut désormais les détacher. Et une spécificité, l'AFGSU2, donc l'attestation de formation aux soins d'urgence de niveau 2, est obligatoire pour recevoir le diplôme. Donc quand un candidat passe par la certification initiale, le passage de la FGSU2 est prévu dans son parcours. Pour un candidat qui le passe par la VAE, c'est à lui de s'organiser pour l'avoir.
Voilà, même s'il valide ses 5 blocs de compétences devant le jury, tant qu'il n'a pas la FGSU2, il ne recevra pas son diplôme. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est effectivement à prendre en compte dans le parcours pour préparer la personne dans son orientation, parce qu'il y a un coût à passer la FGSU2 et que du coup, pour tout le reste, il n'y a pas à payer, mais pour ça, il y a un coût à faire prendre en charge. Donc dans notre organisation spécifique à la Nouvelle-Aquitaine, les sessions pour ce diplôme-là sont organisées pour l'Aquitaine, donc à Artigues-près-Bordeaux, en Gironde, pour l'Aix-Poitou-Charentes à Saint-Benoît, dans l'agglomération de Poitiers, et pour l'Aix-Limousin directement à Limoges. Donc comme je disais tout à l'heure, le dossier de validation sera systématiquement vérifié. L'oral se fait devant 3 examinateurs, toujours un formateur, une personne qualifiée et un professionnel, avec un taux de réussite à 67% pour le moment dans la région. Enfin pour le moment, en 2023. Autre diplôme du social fortement demandé, c'est le diplôme d'éducateur de jeunes enfants. Donc là encore, vous avez la référence du texte pour trouver les référentiels. Donc le public accompagné, c'est l'enfant de la naissance à 7 ans, au sein du groupe et dans son environnement. Les éducateurs de jeunes enfants peuvent être amenés à travailler donc en établissement médico-social, mais aussi en tant que directeur ou directrice de crèche, ou adjoint dans les crèches. Donc là, on a un diplôme en 8 blocs de compétences qui sont encore regroupés en 4 domaines de compétences. Et par contre, nos sessions ne sont organisées que sur le site de Saint-Benoît dans la Vienne pour toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc là encore, il faut le savoir au moment de l'orientation, ça demande un déplacement. Donc on est dans la même situation avec toujours la vérification du dossier de validation et l'oral toujours devant 3 examinateurs, formateurs, employeurs et professionnels, avec un taux de réussite qui est à peu près au même niveau. Maintenant, on va passer donc au diplôme du paramédical, qui sont les plus demandés, donc le diplôme d'aide-soignant. Donc là, vous voyez effectivement qu'il a été revu en 2021. Pardon. Et donc là, on est bien effectivement pour accompagner des personnes ayant besoin de soins de la vie quotidienne ou de soins aigus, pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie. Donc 5 blocs de compétences et de nouveau l'obligation de détenir la FGSU2. Donc, je le redis, la personne peut passer devant le jury sans l'avoir, sans en faire la preuve, c'est dans la démarche. On bloque pas, nous, le fait que le candidat passe devant le jury et puisse faire évaluer ses compétences. Par contre, on ne délivre pas le diplôme tant que la FGSU2 n'est pas possédée. Donc là, on est de nouveau sur une organisation sur les 3 sites. Et là, l'oral peut se faire devant 2 examinateurs ou 3 examinateurs. Donc, pour pouvoir effectivement multiplier les jurys, on a eu un assouplissement là-dessus, à savoir que, quoi qu'il en soit, il y aura un aide-soignant dans le jury. Et le taux de réussite, comme je disais, qui était déjà qu'à 29% sur la réussite totale. Et encore, on était sur des candidats qui avaient une expérience d'1 an minimum pour cette année-là. On ne sait pas ce que ça va donner pour des candidats qui n'auront plus cette année d'expérience. Et finalement, auxiliaire de puériculture. Donc là, le public accompagné, c'est les enfants. On est bien dans l'approche globale, mais comme je le disais, c'est pour tous les enfants, dont les enfants malades, qui peuvent être aussi porteurs de handicap, atteints de pathologies chroniques, les enfants en situation de risque d'exclusion, de maltraitance. La même organisation que pour être soignant, les 5 blocs de compétences et la FGSU2, une organisation sur nos 3 sites pour les 3 anciennes régions, un oral devant 2 ou 3 examinateurs, dont au moins un auxiliaire de puériculture, et un taux de réussite à 33%. Donc voilà, ça c'était pour les éléments de présentation. Oui, merci en tout cas pour cette présentation là très claire. Alors quelques questions. Oui. Donc
Alors, d'une part, il y a la question, est-ce qu'il y a des remises à niveau éventuelles, peuvent-elles être intégrées dans le parcours VE? Donc, à notre niveau, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Le parcours VAE, pour nous, on n'intervient qu'en fin de parcours. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on intervient au moment où la personne passe devant le jury. Mais comme je le disais, il y a des choses qui doivent être intégrées avant, selon le profil de la personne. Effectivement, la remise à niveau, ça peut être un stage de mise en situation. Si c'était nécessaire, ça peut se faire avant. Et c'est là où la personne doit être accompagnée. Après, quels sont les dispositifs qui permettent de faire ça? Là, on est sur un champ qui n'est pas le mien et sur lequel je ne m'avancerai pas. Mais comme je le disais, sur certains de nos diplômes, ça peut même être nécessaire que ça soit fait. Christophe, je peux apporter quelques précisions parce qu'au niveau des DAVA, on est aussi AAP. Donc sur les candidats qui sont salariés du secteur privé et qui sont éligibles à la plateforme France VAE, il y a possibilité que l'AAP finance jusqu'à 70 heures de formation dans la limite d'un plafond financier de 25 € de l'heure. Sachant que ce plafond de 70 heures est valable pour une certification complète et quelqu'un qui viserait qu'un ou plusieurs blocs, c'est limité à 35 heures de formation. Donc, si je prends un exemple plus concret sur le secteur qui nous intéresse, notamment les aides-soignants, en tant qu'AAP, on peut financer la GFCU2 pour les salariés qui sont éligibles à France VAE, donc le secteur privé. Merci pour les précisions. Et donc, c'est effectivement intéressant que ça soit pris en compte avant. Voilà, et donc on fait les demandes de devis et bien sûr, on le préconise en amont du passage devant le jury. Parce que sinon, on crée de la frustration, par exemple, chez quelqu'un qui a tous les éléments de validé, mais qui ne peut pas exercer parce qu'il lui manque ça. Et les employeurs jouent le jeu parce que en termes de VE aussi, il y a quand même une majorité de salariés et les employeurs jouent le jeu pour libérer les candidats sur leur temps de travail pour passer cet AGFCU2, dans ce qu'on constate sur l'Académie Limoges. Alors, autre question, combien de temps a le candidat pour déposer son livret de recevabilité, son livret après la recevabilité? Est-ce que dans la nouvelle procédure, il y a des conditions? Oui, d'ailleurs, il me semble. Oui, il y a des. Alors, pour ceux qui sont dans le dispositif, donc France VAE, ils ont jusqu'à 6 mois après la recevabilité pour démarrer l'accompagnement. Pour ceux qui sont dans le droit commun, donc hors France VAE, ceux qui restent, ils ont une recevabilité qui est valable 3 ans. Donc, c'est pas. Enfin, on est dans un double système, mais je le représenterai tout à l'heure. Oui. Et justement, une précision concernant le double système, et ça a peut-être été dit, sur les différentes certifications, tant du domaine de la santé, du niveau du social. Donc, effectivement, la règle, la majorité des certifications sont dans la nouvelle procédure France VAE. Est-ce qu'il y a, je ne sais plus, parce que je les ai pas notées, quelques certifications qui restent pour le moment aujourd'hui, sur l'ancienne procédure? Alors oui. On a certains diplômes qui ne sont pas rentrés dans France VAE et notamment les diplômes à petits effectifs. Donc, je décrivais tout à l'heure sur TISF, par exemple, qui peut en faire partie. Et après, il est toujours possible pour nous, ce que je disais aussi, sur l'entrée, la porte d'entrée pour hors France VAE, qui passe par l'agence de services et de paiement. Tout à fait. Oui, merci. Alors, quid des publics non éligibles au parcours, justement, la nouvelle procédure France VAE, notamment pour des publics tels que les fonctionnaires, les agents du secteur public, par exemple? Donc, comme je viens de le dire, la porte d'entrée reste du coup la porte de droit commun préalable qui était l'agence de services et de paiement. Via l'ASP, d'accord. Autre question. Donc pour l'instant, tous les publics ne sont pas éligibles au parcours via France VAE dont on vient de parler. Dans le secteur sanitaire, c'est le cas notamment pour les agents publics de la fonction publique hospitalière. Pouvez-vous nous confirmer que pour l'instant, ces publics passent par le dispositif classique, vous venez de le dire, donc conditions d'1 an, le livret A, le CERFA, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, on est sur l'ancienne procédure et via effectivement l'ASP, avec les mêmes conditions, c'est-à-dire bien conditions de 1 an et le livret CERFA, etc. Vous confirmez bien concernant la procédure? Pour le moment, on est effectivement sur ce double traitement.
Une petite précision, Christophe, pour les fonctions, les agents de la fonction publique hospitalière, ils peuvent bénéficier d'un financement via la NFH sur l'accompagnement à la VAE. Donc après, ils peuvent aller vers leur délégation à NFH pour avoir plus de renseignements, et la NFH peut aussi les orienter vers des organismes qui accompagnent, voilà, mais qui sont référencés. Alors, sur les conditions financières, parce qu'effectivement, c'est le lot pour l'ensemble des conseillers, PRC, les accompagnateurs, les architectes accompagnateurs de parcours. Le guide du financement sur notre site Cap Métiers va être actualisé, qui permet de voir en tout cas les conditions financières essentielles, et il va être rapidement mis à jour, en tout cas sur le site de Cap Métiers. Voilà, je profite aussi également, ça fait partie des outils pour, voilà, comme tu le disais aussi Claire, pour chercher effectivement les différents types de financement. Alors, une autre question, si l'on souhaite devenir membre de jury VAE, et vous l'avez précisé, effectivement, en manque de jury VAE, d'où les conditions justement que vous avez soulevées, notamment au niveau de la prise en charge des jurys. Alors, si on veut devenir membre de jury VAE, par exemple, sur le diplôme d'État AES, auprès de quelle structure doit-on déposer sa candidature? Auprès de la DRETS, service formation certification. Donc, je peux vous donner l'adresse mail générique du service qui fonctionnera du coup pour l'ensemble des diplômes. Je vais la mettre dans le chat. Dans le chat, d'accord, merci. Voilà, et c'est effectivement là qu'il faut envoyer les candidatures directement. Donc très bien, en tout cas, parce que voilà, je sais qu'en tout cas c'est toujours compliqué, délicat d'avoir des membres de jury, donc c'est aussi l'occasion avec ce webinaire au niveau territorial, effectivement, de voir d'avoir les contacts, ce qu'on est en train de faire, justement, d'avoir des contacts au niveau sur la Nouvelle-Aquitaine, et de revoir aussi les coordonnées, ce qu'il en est. Après, en sachant que pour rentrer dans nos jurys, il faut quand même rentrer dans un des collèges prédéfinis par le texte. Donc avoir la qualification nécessaire. Donc pour AES, je regarde. AES, on a une souplesse avec la définition de personne qualifiée, où effectivement personne qualifiée, c'est quelque chose qu'on définit nous-mêmes, qui est qualifié ou pas sur le secteur, mais toutes les candidatures ne seront pas forcément acceptées selon le profil de la personne. Il faut tout de même rentrer dans une des cases du jury. Mais c'est bien effectivement, en tout cas, d'envoyer des candidatures, et c'est bien pour vous de pouvoir vérifier effectivement et de conseiller les demandes effectivement pour pouvoir être membre de jury. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez les noter, les préparer. On reviendra à la fin du webinaire sur l'ensemble des champs présentés. J'espère que je n'ai pas loupé des questions. Et je laisse la parole à Claire Lajarige, qui est responsable du DAVA, c'est du dispositif académique de validation des acquis de l'Académie de Limoges. Mais Claire intervient sur l'ensemble des DAVA de Nouvelle-Aquitaine, et dans le champ, justement, toujours sanitaire et social, sur les principales certifications. Alors, oui, pardon, je vais partager, mais oui, c'est ça. Je vais partager le support. Ça vient tout de suite. Donc au niveau des DAVA, c'est la slide suivante. Donc les dispositifs académiques de validation d'acquis représentent le ministère de l'Éducation nationale en termes de réglementation et d'ingénierie des diplômes. Donc dans chaque académie, on trouve un DAVA. Et nous avons un portail web qui s'appelle vaeeducation.gouv.fr où vous pouvez retrouver toutes les informations liées à la démarche de validation d'acquis pour les diplômes du ministère de l'Éducation nationale et les diplômes co-signés. Donc, au niveau de Nouvelle-Aquitaine, on a 3 DAVA. Donc, un DAVA sur le site de Poitiers qui couvre l'Aquitaine, Poitiers qui couvre le Poitou-Charentes et Limoges qui couvre le Limousin, enfin ex-Limousin. Donc, au niveau du principe, j'ai repris les principes de base, mais on va dire que vous avez déjà ces éléments. Donc, la VAE, le principe, c'est que c'est l'expérience qui produit de la compétence, et cette expérience permet de valider des diplômes à visée professionnelle uniquement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une demande de validation sur un diplôme général. Donc, en termes de conditions particulières, donc on n'a pas d'obligation de produire un diplôme de rang inférieur. Et par exemple, on vise un BTS, on n'a pas l'obligation d'avoir un bac en amont.
le prérequis aujourd'hui et le seul qui est nécessaire, c'est d'avoir une expérience en lien avec le référentiel du diplôme. Donc pour tous nos diplômes, la durée des 1 an minimum a sauté avec la nouvelle loi, que ce soit dans le dispositif entrée sur France VAE ou dans le droit commun. La durée minimale d'expérience des 1 an n'est plus demandée. Ce qui est important aussi et clé dans la démarche de VAE, c'est le positionnement sur le référentiel du diplôme lors du premier entretien. Donc là, je vous ai mis les 2 indications. Donc, on parle d'études de faisabilité quand on est sur le dispositif France VAE et l'étude personnalisée quand on est sur le droit commun. Donc, il y a une coexistence des 2 systèmes en 2024. Donc, a priori, jusqu'à décembre 2024, on nous parle d'un accès universel, toute certification confondue dans le nouveau système France VAE pour janvier 2025 au plus tard. Voilà. Donc, soit on fait une entrée sur France VAE, on en a parlé tout à l'heure, qui permet d'avoir aux candidats du secteur qui est salarié, une prise en charge financière globale dès la faisabilité, sur l'accompagnement, sur le poste jury, et comme j'indiquais tout à l'heure, sur des compléments formatifs avec des règles jusqu'à 70 heures ou 35 heures, selon si on cible une certification en totalité ou partiellement. Donc, qui peut aller sur France VAE? C'est les salariés du secteur privé, les demandeurs d'emploi qui sont indemnisés ou non, les bénévoles et les proches aidants. Si tu peux revenir en arrière, merci. L'autre condition, en plus du statut, c'est que la certification ou le diplôme soit bien inscrit sur l'une des 209 certifications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a que 209 certifications. Alors, c'est les plus demandées, donc on va dire les plus courantes, voilà. Donc, elles sont accessibles sur cette liste et c'est vraiment la condition pour pouvoir être éligible à France VAE. Et les autres candidats, ce qu'on disait tout à l'heure, on poursuit avec le droit commun, le fameux CERFA, qui est dématérialisé pour les diplômes éducation nationale ou co-signé. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus par rapport à ça? Donc, pour démarrer un accompagnement dans le droit commun, il est nécessaire d'avoir la recevabilité en amont. Voilà. Et après, le choix est libre pour le candidat droit commun de choisir son accompagnateur avec un financement. Mais là, vous avez les guides de financement édités par Cap Métier. Donc, en général, c'est CPF pour les personnes du secteur privé, la région pour les demandeurs d'emploi, ou l'enveloppe plan de développement des compétences si l'actif doit demander un financement auprès de son entreprise et du service RH. Alors, autre élément important que je vous ai mis ici en point focus. Donc, au niveau des diplômes, ils sont tous encadrés par un référentiel qui est un document officiel qui reprend des dispositions législatives et réglementaires du Code de l'éducation. Donc, quand on entre dans une démarche de VAE, il est indispensable de prendre connaissance de ce référentiel. Donc, on a dit au démarrage, il y a un positionnement lors d'un premier entretien et après, au cours de l'écriture du dossier de validation, les référentiels sont découpés en blocs de compétences et chaque bloc doit être décrit en fonction des activités que le candidat a réalisées. Donc, ce qui est essentiel aussi, c'est que le jury se servira du référentiel au niveau du référentiel des compétences pour faire le positionnement de la candidature VAE du candidat lors d'un entretien. Voilà ce que je voulais dire sur les référentiels et ils sont tous accessibles sur le site, enfin les nôtres en tout cas, ceux de l'éducation nationale et les diplômes co-signés, sur le site vaeeducation.gouv.fr sur la rubrique Quel diplôme choisir. Donc là, je vous ai mis un extrait de bloc de compétences sur un CAP AEPE, donc c'est les ex-CAP petite enfance, où là, on voit bien à gauche qu'il y a des activités qui sont présentées, des compétences qui sont déduites de ces activités et des unités qui correspondent après aux attendus du référentiel. Donc là, c'est juste un exemple à titre indicatif. Voilà. Mais donc, en général, sur les diplômes de l'éducation nationale, il y a entre 4 et 5 blocs par diplôme, on va dire, en moyenne. Au niveau des diplômes sur notre ministère, comment ils sont découpés par niveau? Donc là, c'est assez classique. On retrouve les 3-4 niveaux, les 4-5 niveaux classiques. Donc, les CAP pour le niveau 3, tout ce qui est niveau bac au niveau 4,
Bac plus 2, on est sur les niveaux 5, notamment les BTS. Et sur les niveaux 6, donc là, on trouve certains métiers du social, comme les éducateurs spécialisés, éducateurs techniques spécialisés et conseillers ESF. Donc, quand vous consultez, pour ceux que ça intéresse, les référentiels, ils sont classés suivant cette nomenclature sur le site. Alors, pour les diplômes de niveau 3, je vous ai mis une présentation de tous les diplômes qu'on peut trouver. Alors, sanitaire et social sont ensemble. Le plus demandé, et je vous les ai mis en bleu, c'est les plus demandés sont ceux qui sont éligibles à la plateforme. Donc aujourd'hui, on a le CAP éducatif petite enfance qui est ouvert à la VAE et qui est ouvert donc du coup pour les publics éligibles sur France VAE. Après, on trouve d'autres niveaux de diplôme et avec des mentions, par exemple dans l'aide à domicile, l'agent de médiation de prévention, l'agent accompagnant du grand âge, qui existent, qui sont quand même moins demandés que le CAP AEPE. Donc voilà pour les niveaux CAP. Au niveau des publics qu'on trouve candidats à ce CAP, ce sont essentiellement soit des personnes qui travaillent dans les écoles maternelles, ce qu'on appelle les ATSEM. Certaines personnes travaillent aussi en crèche et d'autres travaillent comme assistantes maternelles à domicile ou en relais d'assistantes maternelles. Donc voilà sur les publics qui peuvent être intéressés par ce CAP. Donc voilà, après on peut... Ensuite, sur les diplômes de niveau 4, pareil, je vous ai mis en bleu les diplômes les plus demandés. Alors, on a le bac pro. Alors, dans le jargon, c'est ASSP pour l'acronyme. Sinon, c'est accompagnement, soins et services à la personne. Donc, 2 options existent, mais pareil, le diplôme va être réécrit et va être éligible à la VAE à la prochaine session 2025. Ce qu'il faut savoir aussi sur ce diplôme niveau bac, on a des équivalences sur 4 blocs avec le diplôme d'état d'aide-soignant. Voilà, donc ça peut être intéressant pour des personnes qui exercent soit à domicile, soit en structure dans l'aide à la personne. S'ils veulent passer par un bac, ça leur permettra d'avoir des équivalents sur 4 blocs, s'ils ont le diplôme totalement, sur le DEAS. L'autre diplôme qui est là, un diplôme d'état, ce qu'on appelle nous les diplômes co-signés moniteur-éducateur. Donc là, pareil, c'est un des diplômes les plus demandés en VAE, donc travailleur social qu'on retrouve dans des structures spécialisées. Donc le bac pro SSP, je vous ai mis quelques éléments sur le type de profil qu'on peut retrouver. Donc en général, voilà, c'est des personnes qui exercent en établissements sanitaires ou médico-sociaux, sur des faisant fonction aide-soignant parfois, ou dans les structures d'aide à domicile. Voilà. Après, je pense que j'avais fait un zoom sur moniteur éducateur. Voilà, pareil, travailleur social qui travaille auprès des personnes en difficulté ou en situation de handicap, qu'on retrouve principalement dans les institutions du secteur du handicap, de la protection de l'enfance, de l'insertion, sur les types de profils. Ensuite, niveau de diplôme niveau 5, pareil, je vous en ai mis plusieurs. Celui qu'on retrouve le plus, nous, en termes de VE, c'est le BTS économie sociale et familiale. Mais il existe aussi d'autres professions comme la diététique, podo-orthésiste, etc. Mais là, pareil, les demandes sont plus rares. Alors peut-être que les diplômes sont moins connus, mais ce sont aussi des diplômes qu'on peut rencontrer en VAE dans ce secteur-là. Donc sur le conseiller en économie sociale et familiale, pareil, je vous ai fait un petit zoom. Ce sont des conseillers qu'on trouve dans tout ce qui touche une expertise dans les domaines de la vie quotidienne, donc santé, hygiène, budget, etc., dans le secteur social, qu'on peut retrouver dans des centres hospitaliers, dans des structures d'accueil des personnes en situation de handicap, des services sociaux, médico-sociaux. Et enfin, on termine par les diplômes de niveau 6, donc diplôme niveau licence. On retrouve donc là cette fois le DE en économie sociale et familiale, qui est le niveau au-dessus, et le diplôme d'éducateur spécialisé, pareil, qui est un des diplômes les plus demandés en termes de VAE dans notre champ, qui est couvert. Donc, éducateur spécialisé, qu'on va retrouver souvent dans les mêmes endroits que le moniteur éducateur. Il travaille en équipe pluridisciplinaire, donc pareil, dans tout ce qui est intervention dans le champ social ou spécialisé.
Après, donc là, je vous ai dressé quelques statistiques en termes de candidats, de nombre de candidats. Donc, le top 3 des demandes est quand même très concentré sur 3 diplômes. Donc, l'éducateur spécialisé, 172 candidatures en 2022. Le moniteur éducateur, 143 candidatures. Et après, le CAP accompagnant éducatif et petite enfance, 64 candidatures. Je vous ai mis ensuite les autres demandes qu'il y a, mais on a vraiment une forte concentration sur ces 3 diplômes et qui sont du coup, dans le cadre de la réforme, accessibles via France VAE pour les publics éligibles. Et après, je vous ai mis les taux de validation sur ce top 3. Donc, au niveau des candidats DES, éducateurs spécialisés, on a un taux de validation total à 59%. Pour le ME, on passe à 72% et le CAP AEPE, 70%. Ceux qui sont en validation partielle, il faut savoir que leurs blocs acquis sont acquis à vie, c'est-à-dire que si la personne, voilà, sur un DES valide la moitié des blocs, et ben, tant que le diplôme n'est pas remodifié, il peut repasser une VAE ou suivre un complément de formation pour finir sa validation. Donc ça, en général, les jurys, quand il y a une validation partielle, ils réalisent des préconisations de suite de parcours. Soit ils conseillent à la personne de retravailler au sein de sa structure, de développer de nouvelles activités, soit ils peuvent conseiller aussi de le faire par la voie de la formation continue. Donc ça, en général, les jurys donnent quelques précisions en post-VAE sur les validations partielles. Et les non-validations, bon voilà, c'est un taux moyen qu'on retrouve sur l'ensemble de nos diplômes d'ailleurs, entre 9 et 15%. Donc là, ça veut dire soit le dossier n'a pas été assez préparé, soit la personne, voilà, il manquait des éléments en lien avec le référentiel. Donc c'est pour ça que ce référentiel est quand même très important dans la démarche de VAE, du positionnement au départ et pendant l'accompagnement. Et il sert bien sûr de base au jury sur le référentiel de compétences. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le top 3. Donc, pour démarrer la démarche de VAE, comment la personne candidate à la VAE peut commencer? Donc, c'est par un organisme conseil. Donc, les points relais, bien sûr. Ça peut être un conseil en évolution professionnelle. Parfois, ça peut être un financeur en termes d'OPCA, d'OPCO, etc., qui oriente la personne. Pour nos diplômes, vous avez la majorité des éléments en ligne sur le site vaeeducation.gouv, dont l'accès, selon nos académies, à des informations collectives ou à des positionnements en entretien téléphonique rapide par téléphone. Et après, bien sûr, pour ceux qui sont éligibles au dispositif France VAE, vous avez le site où là, le candidat choisit le diplôme qui l'intéresse, valide son statut, donc est-ce qu'il est bien salarié du privé, etc. Et après, il a la possibilité de choisir un AAP, donc un architecte accompagnateur de parcours, parmi la liste des organismes référencés. Donc nous, on conseille quand même alors soit de se renseigner un petit peu en amont sur alors la légitimité, c'est peut-être pas le terme, mais au moins l'expérience de la structure qui accompagne par rapport au diplôme, de regarder leur taux de validation et de choisir en priorité des organismes locaux pour pouvoir bénéficier de face à face lors de votre parcours VAE. Ici, je vous ai mis une petite capture du site vaeeducation.gouv où vous voyez en haut au milieu la possibilité, quand vous mettez « Choisir mon diplôme », cet onglet vous permet d'accéder à tous les référentiels. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont classés par nomenclature. Et quand le candidat veut participer ou être en contact avec son DAVA local, donc Poitiers, Bordeaux ou Limoges, il clique ici et il aura toutes les coordonnées du DAVA dont il dépend. Voilà ce que je peux vous dire sur le site. Et après, je vous ai mis aussi une capture du site France VAE pour vous montrer comment ça se passe pour le candidat. Donc là, il choisit le diplôme qui l'intéresse. Donc, si le diplôme est sur la liste, ça veut dire que bon, tout est bon, il fait bien partie des 209 certifications. S'il n'y est pas, ça veut dire qu'on passe sur le processus droit commun qui va perdurer jusqu'à fin décembre 2024 a priori. Et une fois que vous aurez rentré votre diplôme, c'est là où vous aurez la liste des architectes accompagnateurs de parcours qui va apparaître. Et si vous choisissez donc du coup de prendre des organismes sur place, vous aurez le référencement des organismes par département. Donc voilà sur la présentation. Et à la fin, je vous ai mis quelques liens que vous retrouverez dans le support qui vous sera transmis par Cap Métiers. Merci de votre attention. Merci beaucoup Claire pour ces explications
et très pratique en même temps, avec des recherches. Je pense que ça pourra bien sûr intéresser les participants. Avec les ressources, sachant qu'effectivement les ressources seront bien disponibles avec le replay à la suite. Il nous reste quelques minutes effectivement pour poursuivre les échanges. Il y a eu des réponses aussi dans le chat, mais ça permet de faire le point. Alors, une question tout à l'heure, c'était sur, la question de demander sur l'immersion d'entreprise est obligatoire pour certains types de certifications, peut-être que c'était expliqué. Est-ce qu'il y a des règles particulières avec les entreprises choisies sur la question donc immersion, label, ancienneté, etc. Alors, je vais prendre nous sur notre expérience d'AVA avec la casquette AAP. On peut préconiser des mises en situation. Alors, je vais donner des cas concrets. Ça pourrait être quelqu'un qui vise le CAP petite enfance, AEPE, qui n'aurait qu'une expérience, par exemple, en assistante maternelle. Là, on va préconiser une immersion d'1, 2, 3 semaines en structure petit accueil collectif, par exemple. Alors nous, pareil, je reprends un exemple très ciblé, mais sur le DAVA de Limoges, on s'est fait référencer sur le système immersion facilitée là, qui est développé par une start-up d'État, qui nous permet du coup de conventionner, y compris pour les salariés. On a eu l'accord, enfin des éléments d'information là-dessus récemment, pour faire des immersions, en fait. Après, ça va dépendre de quand même faire une immersion de 3 semaines pour quelqu'un qui est salarié, par exemple, ça va être plus compliqué par rapport à l'employeur que quelqu'un qui est demandeur d'emploi. Un employeur, il va peut-être libérer 1 semaine et encore. C'est pas toujours évident ça. J'ai une question annexe, alors pas sur l'immersion, mais justement avec à partir de sur les demandes à France VAE, nouvelle procédure. Pour compléter, alors il y a l'immersion, mais aussi pour compléter justement en termes de formation. Et la question le point qui est abordé sur la question de disponibilité aussi. Donc sur quels que soient les types de formation où il y a besoin de compléter, quelles sont les solutions apportées est-ce qu'il y a des solutions facilitantes en termes de formation, notamment à distance, qui permettent en tout cas de compléter la formation demandée et par rapport au délai justement sur France VE, etc. Alors moi je vais parler peut-être que des diplômes. Alors là exclusivement du CAP au BTS parce qu'on n'a pas cette possibilité-là pour l'instant sur les diplômes co-signés. Du CAP au BTS, le CNED a découpé son offre en blocs de compétences. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut préconiser un bloc de compétences et si la personne n'est pas disponible pour le faire en formation continue par transition pro par exemple ou par un CPF, elle peut le faire à distance via le CNED. Après, nous, on a aussi le réseau des Greta qui peut faire du sur-mesure s'il manque un bloc de compétences. Après, ça c'est étudié au cas par cas selon les possibilités, soit du Greta, soit du CNED, quoi. Oui, mais c'est important effectivement d'essayer de cibler, montrer aussi les différentes possibilités. Je ne sais pas. Alors, il y avait les questions effectivement sur les données, sur les chiffres, les données de la VAE, donc qui ont été répondues là dans le chat. Sachant que effectivement l'observatoire, parce qu'il y a l'observatoire de Cap Métiers et Elodie a pas mal effectivement de données de support en tout cas qui sont téléchargeables sur le site de Cap Métiers et que l'on pourra aussi mettre les liens sur la présentation qui a été faite aussi, qui permet en tout cas de voir les différentes données, alors autant sur le sujet qui nous concerne, enfin du moins le secteur d'activité sanitaire et sociale, que sur les données VAE aussi, en règle générale, parce qu'il y a aussi, Cap Métiers aussi porte l'observatoire VAE. Donc, question, je suis accompagnatrice VAE donc, dans une association en Charente, nous ne sommes pas AAP sur France VAE, comment être reconnu AAP ? Là, c'est France VAE qui habilite les AAP et la condition nécessaire, c'est être référencé Calliope VAE. Voilà. Exactement. Ouais, après, c'est une démarche d'inscription en ligne et c'est assez rapide.
si le Calliope est obtenu, enfin ce qui doit être le cas, hein, j'imagine, c'est le Calliope VAE qui est nécessaire. Après, si c'est quelqu'un qui est indépendant, là c'est une autre histoire. Voilà, si vous êtes Calliope, logiquement c'est assez simple. Oui. Et il y a l'espace professionnel sur France VAE. Enfin, ouais. Vous avez l'espace candidat, mais vous avez aussi l'espace professionnel. Et ils font aussi des webinaires à destination des AAP très régulièrement. Et je pense qu'il y en a encore sur les nouveaux AAP qui peuvent se connecter, du coup, peut-être à des premiers webinaires pour avoir au moins les premiers éléments d'information. Mais le référencement, pour moi, est assez simple si on est Calliope VAE. Oui, alors j'en profite justement, comme tu l'as dit Claire, c'est-à-dire qu'effectivement tout se passe sur le site de France VE avec les présentations webinaires sur la démarche en tant que telle pour pouvoir être référencé. Pour pouvoir être référencé, il faut être qualifié, en tout cas certifié, Calliope. Et pour conserver en tout cas la certification Calliope, en tout cas, il faut effectivement montrer aussi, enfin ça fait partie des critères en termes de veille. Donc voilà, et ce qu'on essaye de faire aussi, voilà, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, au niveau de Cap Métier, c'est à travers notamment ce webinaire-là et grâce aux intervenants, de pouvoir aussi, voilà, entretenir la veille, plus les supports qui sont indiqués, notamment en termes par rapport à l'observatoire, et puis d'autres supports qui sont réalisés par d'autres organismes qu'on essaie de mettre à disposition aussi. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, n'hésitez pas. Mais après, j'ai en tout cas les présentations et puis les supports en tout cas sont suffisamment clairs et précis. Et puis juste pour préciser qu'effectivement aujourd'hui, déjà sur le temps défini, les questions en tout cas de VE dans le domaine sanitaire et social, vous avez les deux principaux en tout cas organismes qui couvrent vraiment la partie la plus importante. Mais il y a aussi d'autres certificateurs qui, dans le domaine un petit peu plus large, secteur sanitaire et social. Et je pense que ça pourra faire partie, en tout cas, d'un autre webinaire en conviant aussi, après d'autres certificateurs dans le domaine sanitaire et social qui pourront compléter, en tout cas, cette information-là. Ben, écoutez, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques, oui, je vais mettre, j'en profite, j'ai oublié de le mettre avant, dans le chat, pardon, un petit questionnaire très rapide sur le webinaire, en tout cas l'animation de webinaire. En nous excusant en tout cas sur les problèmes du début, on a eu quelques soucis techniques et j'ai été plusieurs fois déconnecté. Donc voilà, j'espère que c'est pas trop fait ressentir. Et voilà, si vous pouvez en tout cas passer quelques secondes, en tout cas pour remplir le questionnaire, c'est toujours intéressant d'avoir des retours pour nous et puis pour les intervenants. Et puis, donc, merci encore aux intervenants, Claire Lajarige, Guilhem Sarlandi, en tout cas, pour le temps consacré, en tout cas, sur cet échange-là, et les données, les supports qui ont diffusé, et Élodie Rouget, bien sûr, Élodie, sur les données de l'Observatoire de Cap Métier. Donc voilà, à votre disposition, n'hésitez pas, sachant qu'aussi sur la page VAE de Cap Métier, nous diffusons aussi des informations et les actualités aussi concernant la veille. Mais écoutez, merci et bonne journée à tous. Voilà, au revoir. Au revoir.